façon dont on regarde ce sujet. Pour autant, est-ce qu'on a le droit de ne pas s'en occuper? Non, puisqu'on connaît les ravages que dans certains cas, ce type de méthode pour aller gagner, et pas uniquement à haut niveau, ce type de méthode engendre. Et donc sur cette réflexion de Michel Serres, il y a derrière l'idée que le phénomène du dopage est un construit social. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, dans sa pratique individuelle et dans un système, va devoir à un moment se positionner par rapport au système, que l'on soit en rejet ou en adéquation avec le système. On est tout à fait dans ce que Julien vient de développer, à savoir la position qu'on va occuper, soit en conformité, soit en rébellion d'ailleurs par rapport à ce système. Et la pression de la société est telle qu'à un moment on se retrouve à devoir faire des choix conscients ou à avoir des positions inconscientes, puisque dans un certain nombre de cas, certains chercheurs ont démontré que certains sportifs qui utilisaient des produits interdits n'étaient pas conscients de la position qu'ils avaient prise. Et c'était un petit peu ce qui se passait quand l'expression à la seconde palmée, par exemple, est sortie. Alors, pas de chance, ça tombe sur le sport le plus contrôlé peut-être à l'heure actuelle, mais il se trouve que certains champions, effectivement, tombent parfois un petit peu de nu quand ils se font prendre. Alors, je repartirai sur une anecdote qui m'avait frappé il y a très longtemps. Je discutais avec un vétéran foot, le niveau le plus bas, mais vraiment le plus bas, quelqu'un qui avait repris le foot après 30 ans d'arrêt, et qui, en début d'un match, se retrouve avec un de ses collègues qui sort une petite boîte en fer blanc, et avec une seringue à l'intérieur, qui lui dit: si tu veux courir plus vite, j'ai ce qu'il faut. La personne en question lui dit: je ne comprends pas. On est au niveau le plus bas, on est dans du foot vétéran, on a 55 ans de moyenne d'âge, et il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, il ne se rend pas compte de la façon dont il me propose. Et la réaction, ça avait été de dire: mais attends, c'est interdit ce truc-là. Et l'autre qui avait dit: bon, de toute façon, à notre niveau, on n'a pas de contrôle. Donc on voit bien la position de l'individu qui réfléchit non pas par rapport à son propre cas, mais par rapport à une réaction, qui a une réaction par rapport à un certain nombre de choses qui viennent du système dans lequel il se trouve. Il y a un match, on est en équipe, on veut gagner l'adversaire, peut-être que c'était une équipe qui va payer 20 derniers. Bon, peu importe, il se trouve que là, on est sur un niveau où la recherche de la performance n'est pas un enjeu, on va dire, tel qu'il est au niveau des Jeux Olympiques ou de championnats de haut niveau. Du coup, on peut essayer de voir dans d'autres cas si le phénomène se reproduit. Et en fait, ce qu'expliquait Julien, ce que l'on connaît tous, c'est qu'on se pose la question du dopage dans le sport et on ne regarde pas ailleurs. Alors, certains exemples ont été donnés, on n'a pas allé chercher très très loin aussi. Il y a quelques années, au concours de recrutement des professeurs d'éducation physique à Vichy, il y a une quinzaine d'années, il était question de mettre en place des tests antidopage. Et puis, les organisateurs ont refusé, non pas tant pour des raisons juridiques, que parce que tout simplement, on sait à peu près ce qu'on va trouver. Il y a un concours, il y a la sélection, on essaye de mettre tous les moyens qu'on a derrière soi, et puis ça coûte cher d'aller détecter des choses qui finalement n'ont pas forcément changé énormément les choses à l'arrivée, puisque ce concours n'est pas constitué que d'épreuves physiques, évidemment. Et puis dans certains cas, ce qu'on a été chercher comme adjuvant supplémentaire, ça ne marche pas forcément. Ceci dit, ça pose un problème, parce que ce sont des futurs enseignants, et ça se reproduit dans l'autre sphère. Si vous alliez mettre un contrôle antidopage au concours de l'ENA, si vous alliez mettre un concours antidopage dans les premières années de médecine, je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, et tout le monde le sait bien, on trouvera des choses avec lesquelles on n'a pas envie enfin, qu'on n'a pas forcément envie d'aller regarder, parce que ça pose des questions beaucoup plus profondes sur ce qu'on peut accepter à tel endroit ou tel autre endroit de la société. Du coup, quand on touche à la question de la définition du sport, de mon point de vue, il faut aller aux fonctions qu'effectivement qu'on va attribuer au sport. Alors, il y a des auteurs qui ont déterminé des fonctions au sport. On a une fonction politique, une fonction communicationnelle, une fonction symbolique, une fonction économique, une fonction éducative, etc. Et sur chacune de ces fonctions, l'idée c'est d'aller regarder les rapports de gains sur investissement. Quel intérêt a-t-on à essayer d'aller utiliser des éléments supplémentaires pour essayer d'être plus performant? En fait, ça se ramène à ça. Et pour chacune de ces fonctions, on peut effectivement trouver des réponses. Et le problème, je vais y venir juste à la fin, c'est que ces réponses, elles interrogent des choses qui ne sont pas uniquement du dopage, et du coup, le problème ne peut pas être traité sans que l'on traite les autres éléments du système dans lequel ça s'insère. Très concrètement, quand le sport a une fonction économique, on veut dire le spectacle,
effectivement, il y a des intérêts en jeu qui font qu'on peut essayer d'aller chercher le petit plus qui fait qu'à un moment, ça va passer mieux que l'équipe d'en face. Quand on est sur des fonctions politiques du sport, c'est le cas de la Nunez qui a été cité, mais c'est un cas qui continue sans doute dans pas mal d'endroits. On est exactement sur les mêmes processus. Et quand on est sur des fonctions autres, la fonction de communication, la fonction éducative, on peut aussi trouver des raisons qui ne sont pas forcément les mêmes que sur les fonctions économiques et politiques. Du coup, la question interroge ce que l'on met, encore une fois, derrière le sport. Et là, on se retrouve avec quand même des réflexions à avoir sur le public qui va être réellement concerné. En France, quand vous faites une enquête avec 15-65 ans, aujourd'hui, alors pourquoi après 15 ans? Parce que jusqu'à 15 ans, normalement, la pratique sportive, entre guillemets, est obligatoire par le biais de l'éducation physique. L'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans et l'éducation physique est obligatoire au collège. Quand on regarde les plus de 15 ans, vous avez en gros 83-400% des 15-65 qui déclarent une activité physique au moins occasionnelle dans l'année, 60% qui déclarent une activité physique dite sportive. Vous descendez, suivant les façons de compter, entre 20 et 30% de licenciés. Alors pourquoi on a du mal avec les façons de compter? C'est parce que pas mal de gens ont 2-3 licences. Et est-ce qu'on les compte une fois, est-ce qu'on les compte 2 fois, 3 fois? Et quand vous descendez sur les licenciés compétiteurs, on descend encore plus bas. Les chiffres évoqués vont de 7 à 17% sur la façon de compter le niveau de compétition reconnu. Ça veut dire que si on s'intéresse au dopage lié à la compétition, par exemple, on touche une petite partie de la population qui a une activité physique de façon régulière. Et la question est de savoir s'il est intéressant de ne s'intéresser qu'à cette population ou si on est sur un phénomène qu'il faut aller interroger sur l'ensemble des gens qui pratiquent une activité physique. Donc ça, c'est le premier point. À qui s'adresse-t-on? Pour qui travaille-t-on sur ces thématiques? Et quel est l'intérêt de travailler sur ces thématiques? On sait que c'est un enjeu de santé publique, mais pour qui est-ce un enjeu de santé publique? Si vous interrogez nos étudiants sur le sujet, il n'est pas du tout sûr que ce soit un sujet préoccupant pour eux. Alors que pourtant, ce sont des futurs professionnels du domaine. Voilà. Et on le fait régulièrement, et c'est souvent un sujet qui permet de bien discuter, mais finalement, ce n'est pas forcément un sujet qui passionne, un des sujets qui passionne le plus. Deuxième petite anecdote, je vous en ai cité une tout à l'heure, il y a une quinzaine d'années, j'avais un groupe d'une centaine d'étudiants sur une autre université, avec un collègue, on échangeait nos groupes. Comme on avait trop d'étudiants par rapport aux salles dont on disposait, on nous avait ouvert un bâtiment, c'était une université en région parisienne. On rentre dans le bâtiment, on nous ouvre, puisque c'est un bâtiment qui ne servait qu'à l'école, on nous ouvre le bâtiment. Au bout d'1 heure et demie, les étudiants changent de cours, au bout de 3 heures, on ferme le bâtiment, et quand on revient la semaine d'après, les dames de ménage nous disent écoutez, j'ai trouvé 3 seringues dans une poubelle, et ce n'était pas des seringues de diabétiques. Donc, on avait des étudiants qui avaient profité de la pause pour faire ce qu'ils avaient à faire en fonction des objectifs qui leur avaient été donnés. Et donc, on a mis ce sujet en débat dans le groupe. Finalement, ça a couché d'une souris, parce que personne ne voulait en parler, parce que finalement, ce n'était pas un sujet intéressant, alors qu'on était sur des cours de sciences sociales. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que le sport en lui-même est en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer avec des nouvelles pratiques qui émergent, et la question est de savoir si le modèle que l'on connaît, qui est un modèle hérité des 100, 110, 120 histoires d'années qui viennent de passer, ce modèle compétitif tourné vers les pratiques, on va dire, traditionnelles compétitives, est un modèle qui va encore subsister longtemps. On peut le supposer pour un certain nombre de pratiques, mais il y a tout un ensemble d'autres pratiques qui commencent à arriver et qui également captent des personnes qui font de l'activité physique. Alors je vous en citerai que quelques-unes. Ce sont les activités qui sont en opposition au sport traditionnel. Vous avez peut-être vu déjà ces jeunes qui font de l'art du déplacement. On a des étudiants d'ailleurs qui sont en train de lancer cette activité sur Quimper, sur Brest, et qui, derrière cette activité, mettent une éthique telle que pour l'instant, ils n'ont absolument pas envie d'aller toucher à des choses qui leur permettent d'être meilleurs, parce que ça fait partie de l'éthique de leur pratique. Mais ce n'est pas une activité compétitive au sens de championnat de France, avec une hiérarchie telle qu'on la connaît dans nos fédérations. Et il y a également de nouvelles pratiques liées aux nouvelles technologies. On peut s'attendre à ce qu'un certain nombre de pratiques plus individuelles qui échappent aux fédérations, qui échappent au mouvement sportif classique, émergent. Et la question sera de savoir si ces pratiques qui sont un peu à la frontière d'autres mondes sont des pratiques sur lesquelles ce sera un problème d'aller chercher les
les adjuvants qu'on peut essayer d'aller trouver pour être meilleur. C'est un vrai problème, parce que quand il y a des compétitions, par exemple, de sport électronique, on se retrouve avec ce qu'on trouve dans les concerts, par exemple, la surutilisation d'excitants, sans même citer la marque Autoro, la marque rouge Autoro, on se retrouve avec des mélanges qui peuvent être également très dangereux et qui, quelque part, sont également dans la même logique de moyens qu'on va chercher pour pouvoir tenir plus longtemps. Voilà. Alors tout ça, ça ramène à quelque chose qui a déjà émergé dans les années 60 par deux sociologues qui s'appelaient Goebbels et Friedman et qui parlaient de grands déséquilibres, qui est l'écart croissant entre le progrès technologique, et on peut dire que la recherche de substances de plus en plus poussée fait partie du progrès technologique, entre donc ce progrès et les forces morales de l'être humain qui lui permettent de prendre en compte ce progrès. Et ce que montraient ces deux sociologues, c'est que l'écart est croissant et depuis les années 60, ça n'a pas arrêté de croître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un point de possible fracture sur toutes les capacités qui nous sont données. Et on sait que l'imagination est sans limite dans ce domaine. Et puis, les forces éthiques, morales, qui vont nous pousser à essayer de ne pas trop aller chercher justement ces nouvelles possibilités. On a un vrai problème qui ramène à l'une des fonctions du sport, qui est la fonction éducative. La question, c'est de savoir où il va falloir travailler. Est-ce qu'on travaille avec les sportifs confirmés une fois qu'ils sont adultes? Est-ce qu'on doit travailler avec les jeunes? Est-ce qu'il faut qu'on commence très tôt à travailler avec les jeunes? Et la question est de savoir dans quelle mesure c'est un sujet qu'il va falloir commencer à faire descendre dans les lycées, dans les collèges, au même titre qu'on le fait avec d'autres substances que sont l'alcool et le tabac. Voilà. Et du coup, on ne peut pas dissocier ce problème du dopage d'autres aspects que sont d'autres substances contre lesquelles on se bat aussi, parce que les jeunes d'aujourd'hui emmagasinent des comportements qui façonneront leur futur d'adulte demain. En clair, si on n'a pas une action qui intègre également les publics scolaires sur tous ces sujets, il est probable que les mêmes causes produisant les mêmes effets, les pratiquants de demain aient la même tentation que les pratiquants d'aujourd'hui. Et que ceux qui demain franchiront le pas d'adjuvant un peu à la limite, eh bien, ne seront pas très différents de ceux qui le franchissent aujourd'hui, qu'ils en soient là encore plus ou moins conscients, plus ou moins responsables. Voilà, je vous remercie. Alors donc maintenant on va passer la parole à monsieur Armand Maigret, donc qui au niveau de la médecine va un petit peu donc apporter sa pierre à l'édifice pour ce débat. Donc et après donc il y aura monsieur Kéroué donc qui va un petit peu expliquer ce qu'il fait sur le terrain. Et après je pense qu'on va pouvoir passer sur le débat. Donc une fois que vous aurez écouté un petit peu tous les intervenants. Et les deux athlètes qui sont au bout là-bas, donc je vais aussi tout à l'heure leur demander certaines choses. On a discuté un petit peu avant ce débat, donc je vais un petit peu leur passer la parole parce que là ils sont sur le terrain et puis je pense qu'ils vont vous expliquer un petit peu ce qu'eux ressentent aussi par rapport à ça. Donc d'abord, monsieur Armand Maigret, donc je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je pense qu'il va falloir doper la batterie, parce que je vais avoir besoin. Je prends mon PC. Merci beaucoup. Je suis peut-être un peu loin du micro, je suis un peu enroué. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi. Merci à Gérard Garot d'avoir pensé à moi aussi. Et en pensant à Gérard, on se reporte à 88, déjà 27 ans, où déjà à Brest, nous avions, à ton initiative, organisé des journées et des soirées de ce type. On rêvait encore beaucoup. Depuis, c'était 88, 10 ans avant Festina. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. On a ramé, on rame encore, mais je pense qu'on a quand même beaucoup avancé. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en tant que médecin de l'expérience que je peux avoir, notamment en tant que médecin, j'ai quand même derrière moi 37 années de pratique du sportif de haut niveau. J'ai toujours vécu dans le monde du sport, j'ai été prof d'éducation physique dans un premier temps, j'ai exercé à Paris, ensuite j'ai fait kiné, j'ai fait médecine, j'ai fait une spécialité de rééducation, et je suis médecin d'équipe dans le cyclisme depuis 1978. J'ai eu la chance de côtoyer les plus grands noms
Le cyclisme, d'ailleurs, ça veut dire 4 dernières décennies. J'ai vécu plein d'événements qui m'ont fait beaucoup rêver, m'ont fait pleurer aussi. Mais c'est vrai que lorsqu'on touche au cyclisme, c'est comme une population très particulière, très attachante, et qui mérite pour la grande majorité qu'on les défende. Ce qui explique aussi pourquoi je continue, alors que quand on voit tout ce que j'ai été appelé à faire, j'ai fait 4 jeux. Si je suis encore là, je me dis pourquoi tu es encore là quand on voit encore ce qui se passe, et quand on voit encore les affaires qui sortent. Jusqu'à présent, on était depuis des années à peu près tranquille en France. Il faut qu'ils nous sortent encore une affaire sur un point actuellement. Et c'est vraiment très décevant. Et je pense qu'il faut continuer. Donc Gérard, on a encore du boulot et nos successeurs auront encore du boulot. J'ai vécu de plein fouet les événements de 98. J'étais à l'époque déjà médecin fédéral national. Après, je l'ai dit, avoir été médecin d'équipe pro. J'étais médecin d'équipe pro de 78 à 94. J'ai quitté le milieu pro justement à cause de ces dérives qui n'étaient plus du tout supportables. J'étais nommé médecin équipe de France 95-96, puis médecin fédéral en 97. Que je suis toujours. Je pense que je suis vraiment au bout du boulot. D'ailleurs, quand on commence à énumérer un peu tous ces galons, c'est mauvais signe. C'est qu'on est au bout du truc. Enfin bon. C'est sur cette expérience que cet environnement permanent qui a été le sport pour moi, qu'on a été amené avec des collègues à pouvoir réfléchir sur ce que doit être la position du médecin. Et je dirais que grâce à l'affaire 98, l'affaire Festina de France 98, déjà depuis quelque temps, on a déjà mis en place un système au niveau de la fédération. On savait bien qu'il se passait des choses, et comment l'aborder, comment s'y prendre. Déjà, Daniel Ball, à l'époque, qui était président de la Fédé avec Roger Leger, avait lancé un appel sur notamment le commencer à doser ces hématocrites. Moi, dès 97, j'ai commencé à mettre en place le suivi médical qui était spécifique à la Fédé, sur lequel s'est appuyé ensuite dans Georges Buffet quand elle a fait sa loi du 23 mars 99. C'est issu de ce que nous avons déjà imaginé mettre en place et que je vais vous exposer tout à l'heure. Donc c'est là-dessus qu'on a, quand c'est grâce, je dirais, à cette affaire Festina, on a pu, nous, médecins, je resterai dans mon rôle de médecin, pouvoir essayer de voir comment aborder ce sujet, comment mettre nos compétences au service du sport. Alors c'est vrai que 98 a été difficile. Je me souviens trop de cette époque, 98. N'oubliez pas quand même que 98, il y a eu aussi le foot, la Coupe du Monde de foot à l'époque. Que cette Coupe du Monde de foot, et je l'ai entendu parce que j'ai été aussi, tout à l'heure on a parlé du Sénat, j'ai été aussi auditionné par l'enquête du Sénat il y a 2 ans maintenant. Oui, il y a 2 ans. Et Marie-Georges Buffet a bien annoncé lors de cette audition qu'elle avait eu des pressions à l'époque, 98, et que les flacons d'urine des footballeurs de l'époque n'avaient été jetés, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait sur dessus. Or, on sait très bien que c'était arrivé, que la grande majorité était soutenue. Et puis, toute l'affaire actuelle, au rugby, je sais qu'il y a des rugbymen dans la salle, comme il y a des cyclistes dans la salle, je le sais. La clé est touchée, tous les sports sont touchés. C'est pas pour disculper le cyclisme. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est vrai qu'on n'était pas tout seul dans la classe, même si on était parmi les premiers, on n'était pas tout seul. Seulement, ça a rendu bien service à beaucoup de sports que le cyclisme a été montré du doigt, et qui continue d'être montré du doigt. Ça nous reste accroché comme une bernique sur notre sport, bien qu'on fasse beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Bien sûr que le dopage, et j'ai entendu nos amis sociologues qui sont très intéressants de les entendre parce que ça permet de prendre un peu de recul, de la hauteur et un peu de transversalité, notamment dans tous les gens qui entourent le sportif. Mais c'est vrai que ça correspond aussi beaucoup, même s'il y a, on entend avec l'expression de nos journalistes de l'époque, des médias de l'époque, avec les forçats de la route, puis ensuite la Viroponia qui existait dans les années 90-2000. C'est vrai que cette culture du dopage dans le vélo, je ne parlerai que de ce que je connais,
était une culture qui était transmise de génération en génération. Les gens qui pratiquaient le vélo à l'époque, c'était ceux qui ne prenaient rien, qui n'étaient pas normaux. La norme était effectivement d'aider l'organisme à récupérer, d'aider à lutter contre une douleur, d'aider à faire d'être un petit peu mieux. Et on a vu des choses abominables, mais parfois des produits complètement anodins, mais qui étaient extrêmement efficaces, peut-être dans la manière dont ils étaient donnés. Mais cette culture transmise de génération en génération, dans les années 90, c'est vraiment scientifisé. On a commencé à trouver des produits qui étaient vraiment extrêmement efficaces. Le premier, on parle encore aujourd'hui, ça fait encore la une, c'est le bio. Et dès que le bio a été introduite dans le milieu cycliste, et pas que cycliste, mais je parlerai que de mon sport, même si je n'ai pas l'impression de le dénigrer, je pense plutôt que je le défends en exprimant tout ce qu'on a été amené à faire, même si effectivement cette attitude qu'avait l'environnement des coureurs, qui souvent se retrouvaient être des anciens coureurs et transmettaient ce qu'ils avaient. Alors de génération en génération, puis ensuite de transmission, d'encadrement, et puis ensuite les scientifiques, entre guillemets, médecins, physiologistes, biologistes, se sont greffés là-dessus. Alors on a vu toutes sortes de médecins. Tous les médecins que j'ai connus, en tout cas, étaient tous des passionnés du sport. Tous. Pour la grande majorité, étaient tous des bénévoles. Mais certains passaient de la complaisance au compromis, pour d'autres. Certains de la compromission. Et certains aussi faisaient du commerce. On continue à en faire du commerce. C'est connu, ça existe, on ne sortira pas de là. Cette médicalisation du sportif de niveau est même relativement récente. Et son développement a été parallèle à la masse d'argent qu'on a vu là-bas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je dis, je ne donne que mon expérience, je ne suis pas du tout, de façon exhaustive, une analyse de page, je donne mon expérience que j'ai vue de près de 40 ans. Et cet développement de la masse d'argent a fait que, et c'est logique, quand on fait de la compétition, du sport de haut niveau, on est à la recherche de la performance. Tout ce qui va pouvoir améliorer la performance va déclencher une notoriété. Qui dit notoriété va dire contrat, qui va dire contrat dit argent. Et on voit la masse d'argent qui circule dans le sport. Je parle surtout ici des sportifs qui font de la compétition, non pas effectivement du sport, on va dire bien-être, mais là aussi, garanti. Lorsqu'on est amené à faire effectivement des contrôles, des gens qui font des sorties cyclistes le dimanche, des courses à pied, des semi-marathons. Si vous avez des contrôles à l'arrivée de Saint-Paul-Morlaix, je serais curieux de voir ça. Donc, tout ça pour dire qu'on a saisi cette opportunité, nous, médecins, pour essayer d'organiser cette prise en charge du sportif qui était au centre de préoccupation. Et c'est ce que je vais vous montrer dans un diaporama qui est encore en train de prendre. Alors je vais prendre certainement mon PC. Donc nous avons sur ces réflexions, sur aussi des accusations qui étaient portées sur les médecins, autrement. On arrivait à côtoyer quotidiennement ces sportifs, effectivement, on a appris beaucoup de choses pour permettre de répondre à leurs interrogations. Un sportif de haut niveau, un sportif en général, c'est un inquiet. Son capital, c'est son corps. Tout ce qui sera amené à améliorer ou à lutter contre ce qu'il va subir ou ce qu'il va faire subir à son corps, il est preneur. Toutes les recettes sont bonnes à prendre. En fonction aussi de l'entourage qu'il a. Et parfois aussi des entourages qui sont nocifs, mais qui sont nocifs de bonne foi, qu'il a aussi retransmettre à leur entourage, à leurs enfants, parce qu'on a souvent une relation enfant-parent. C'est des recettes qui existent. Donc on a profité de cet événement pour créer organiser une conseiller médical.
Voilà. Donc je vais vous parler. C'est un peu technique, mais je pense que c'est important. Parce que donc, on va rentrer vraiment dans du concret. Qu'est-ce que nous avons mis en place, nous, Fédération française de cyclisme, là je parle en tant que médecin fédéral national, qu'est-ce que nous avons mis en place pour participer à la protection de la santé des sportifs de niveau, pas du sportif, parce que ça se décline après. Qu'est-ce que nous avons mis en place? Quelles sont les mesures que nous avons prises? Comment allons-nous aborder ce problème? L'expérience qu'on a au niveau de la Fédé, sport et corticoïdes, parce que corticoïdes, vous le savez, c'est un des problèmes majeurs actuellement. On revient, comme on est revenu aux transfusions, on revient aux vieilles méthodes. Alors, là je vous montrer un schéma, je pense que si vous pouvez retenir quelque chose de la soirée, de ce que je vais vous dire, j'aimerais que vous reteniez ces quelques diapos que je vais vous montrer. Pour protéger la santé du sportif, on se réfère à la santé aussi bien dans la lutte antidopage, on a parlé tout à l'heure de l'équité, l'éthique et la santé. La santé est un des trois piliers qui soutiennent la lutte contre le dopage. On dit c'est mauvais, l'équité on en parle, c'est mauvais pour la santé. Donc, pour protéger les sportifs, nous allons mettre en place une lutte antidopage. Il y a aussi une prise en charge médicale qui existe du sportif. On est dans un cadre vraiment sanitaire à ce moment-là. La lutte antidopage, vous savez, on va faire des contrôles, il faut qu'on prouve le dopage de façon directe, trouver le produit directement dans n'importe quel élément biologique. Ça peut être les urines, ça peut être aussi les cheveux, le sang, bien sûr. Des preuves indirectes maintenant avec le passeport biologique, parce que la prise de produit va déclencher des modifications biologiques, et ces modifications biologiques peuvent être preuves indirectes qu'il y a eu manipulation. Et c'est une fois qu'on a fait la preuve, on a fait un contrôle antidopage, qu'on a fait la preuve, comme David a FFD, voir, ils font des prélèvements, ça va au labo, il y a une preuve, et ça aboutit à des sanctions. On est vraiment dans du disciplinaire. La sanction est disciplinaire. Quand on fait du médical, nos missions sont complètement différentes. Le médecin par rapport au sportif. Nous allons faire des soins, donc c'est de la médecine curative. Je vais vous le développer tout à l'heure. On peut faire aussi des certificats de non-contre-indication, d'aptitude. Et j'emploie le mot d'aptitude de façon très précise, avec la signification qu'il a essentiellement, qui est en médecine du travail, apte ou pas apte. Et là, on est dans la médecine préventive, une médecine de protection, on est dans du dépistage. Et on va devoir prendre des flux de jus. Je vais mettre mon PC. Coupure. Alors, en attendant peut-être pour essayer un petit peu de ne pas perdre trop de temps, on va demander peut-être aussi à M. Kéroué de dire un petit peu ce qu'il fait sur le terrain, de savoir un petit peu quelle est sa mission. Il a le diapo aussi, mais déjà au moins présenter un petit peu ce qui est... Oui, donc aujourd'hui, j'interviens au niveau de cette session et je remercie les différents présidents et les différents organisateurs de cette invitation. Et j'interviens au titre de la direction régionale des sports Bretagne Pays de la Loire en tant que préleveur, c'est-à-dire que je souhaitais vous présenter un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est qu'un prélèvement antidopage en compétition. J'y connais également parce que tout au long des contrôles que je peux faire depuis 6 ans, parce que je suis contrôleur depuis 2008, je m'aperçois que les athlètes ne savent pas ce que c'est qu'un contrôle antidopage. Ils arrivent au contrôle, ils sont perdus, et surtout chez les plus jeunes, je parle pas des professionnels, parce qu'on est bien distingué aussi de niveaux, les grands compétiteurs, les professionnels et les internationaux. Or, chez les jeunes, ça n'apparaît pas. À titre d'information, je viens, moi j'ai fait beaucoup de sport dans différentes disciplines, mise de dames, handball, athlétisme, et ensuite dans le cyclisme. Et c'est vrai qu'au niveau du cyclisme,
98 a été un grand choc, parce que j'étais éducateur cycliste du début des années 90 jusqu'en 2004-2005. Au niveau du vélo, déjà au niveau régional, il y avait des formations pour apprendre à un cycliste que c'était qu'un contrôle antidopage, je parle sur le plan technique. Ne pas être déstabilisé lors d'un contrôle, on apprenait ce qu'il y avait à faire, tout le déroulement d'une procédure. C'était fait par le ministère régional de la Fédération du régional. 98 aussi, en effet, c'est un choc certainement pour la fédération au niveau national. Moi, en tant qu'éducateur, c'était un choc au niveau régional avec les jeunes, des minimes jusqu'aux juniors. On circulait sur la voie publique dans l'entraînement et on se faisait cracher dessus, on se faisait balancer des canettes à travers les rayons de vélo. Les camions nous serraient un peu plus que d'habitude, ainsi que les voitures, sans compter les insultes. Donc il y a eu Sportnet qui avait été mis en place pour la fédération. J'ai été délégué Sportnet pour mon club. C'est vrai que j'étais amené à travailler, du coup, à faire la formation, l'éducation à la santé, accompagné par aussi bien des diététiciens que des médecins régionaux, des médecins locaux, pour permettre aux jeunes d'avoir une hygiène de vie dans leur sport et de façon lutter vers les tentations qu'ils pouvaient trouver au bord des routes, d'aller à décrocher, etc. dans une campagne très portée sous le vélo. Cela dit, rapidement, on a pu voir au niveau des licences, ça a diminué assez sérieusement pendant quelques années, puis ça a repris. Bon, c'est l'époque où j'avais des jeunes qui sont des milites cadets juniors, qui sont actuellement pro, et vraiment ça se passe bien. Je l'espère pour eux en tout cas. Donc aujourd'hui, j'essaierai de vous présenter ce que ça fait en contrôle. En tout cas, je pensais aux jeunes qui étaient en STAPS. S'il y a la formation, si c'est à faire au niveau des fédérations, qu'est-ce que c'est qu'un contrôle antidopage, comment ça se déroule? Voilà un petit peu le but de mon intervention. Donc merci, on va reprendre maintenant avec le docteur Armand Maigret, donc après ce petit incident technique. Ah oui, nous consentons bien entre la lutte antidopage et médicale, le fait du duo va improviser les outils. Donc on va continuer notre petit donc j'en étais une prise en charge médicale, le soin d'aptitude. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est médecin de soins, on ne peut pas être médecin de l'aptitude. Exemple typique, pour mieux comprendre, quand vous êtes médecin traitant, vous ne pouvez pas